Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a vu avec AWS IAM? Donc on a déjà vu que vous commencez par créer un compte AWS et que la personne, l'adresse email qui crée le compte AWS, c'est ce qu'on appelle l'utilisateur racine, le root user. Donc c'est un utilisateur qui est très puissant, donc c'est celui qui a créé le compte AWS, il peut le fermer, il a toutes les permissions, il a tous les privilèges, il a accès à tout. Il a un accès complet à tous les services et donc du fait qu'il soit très puissant, on recommande de ne pas l'utiliser au quotidien, on recommande de l'utiliser uniquement pour créer d'autres types d'utilisateurs. Donc c'est ce qu'on appelle les utilisateurs IAM. Donc généralement même l'utilisateur racine va créer des utilisateurs IAM et on va leur assigner des politiques pour qu'ils soient administrateurs. Et ensuite ces utilisateurs administrateurs, c'est eux qui vont gérer les autres utilisateurs IAM. Un utilisateur IAM représente un utilisateur humain, donc c'est peut-être votre collègue, c'est peut-être les développeurs de votre entreprise, c'est peut-être les administrateurs bases de données, donc c'est tous les utilisateurs qui ont besoin d'accéder au compte AWS pour pouvoir utiliser les ressources dans votre compte AWS ou dans le compte AWS de votre entreprise. Un utilisateur humain, ça peut également être une application. C'est tout à fait possible de créer un utilisateur IAM et derrière, en fait, c'est pas une personne humaine, c'est peut-être un programme, c'est peut-être une application que vous avez développée et vous avez tout simplement besoin de créer un utilisateur IAM pour pouvoir récupérer ses credentials, en l'occurrence ses access keys. Un utilisateur IAM, comme on le disait tout à l'heure, c'est une entité finalement, donc un utilisateur humain ou une application qui va accéder aux ressources de votre compte AWS. Il va y accéder soit via la console, soit en passant par les autres moyens, c'est-à-dire la CLI, la SDK ou les API AWS. Donc un utilisateur IAM, en résumé, va pouvoir, par exemple, créer des bases de données, lancer des instances EC2, créer des volumes EBS, utiliser les services CDN, etc., etc. Ils vont faire des activités dans votre compte AWS. Et n'oubliez pas que quand vous créez un compte AWS, par défaut, il n'y a que vous qui avez créé votre compte AWS, qui avez accès à votre compte et aux ressources dedans. Pour que d'autres personnes, d'autres entités puissent accéder à votre compte AWS, vous allez devoir leur créer des identités, donc en l'occurrence des utilisateurs IAM. On peut également créer ce qu'on appelle des groupes IAM. Un groupe IAM est tout simplement un regroupement d'utilisateurs qui ont des fonctions similaires dans l'entreprise. On peut tout à fait créer un groupe pour les développeurs, un groupe pour les DBA, un groupe pour les data scientists, les data analysts. Vous pouvez créer des groupes à l'image de votre entreprise, pour ce qui fait sens dans votre entreprise. Et un groupe IAM permet tout simplement de simplifier la gestion des permissions des utilisateurs. Imaginez que vous ayez 1000 ou 10 000 utilisateurs avec des utilisateurs qui viennent tous les jours, d'autres qui partent. Ça va être beaucoup plus simple d'assigner les permissions au groupe d'utilisateurs et ensuite de rajouter les utilisateurs dans les groupes pour qu'ils puissent accéder aux services AWS, aux ressources AWS selon les permissions qui ont été assignées au groupe IAM. Donc c'est beaucoup plus simple que d'assigner les permissions directement aux utilisateurs IAM. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le groupe IAM permet de regrouper des utilisateurs similaires, mais c'est parce que ces utilisateurs-là, généralement, ils ont les mêmes besoins en termes de permission. Donc il va tout simplement suffire d'assigner une politique IAM ou les politiques IAM qu'il faut au groupe des développeurs par exemple pour que tous les utilisateurs IAM qui appartiennent à ce groupe puissent accéder au service EC2 par exemple ou au service RDS s'ils ont besoin de faire du RDS. On a également vu la notion de IAM Credentials. C'est quoi les credentials? C'est tout simplement les informations d'identification. Parce que pour utiliser le service AWS, il faut d'abord s'authentifier. Ensuite, effectivement, il va y avoir la partie autorisation. Qu'est-ce qu'on est autorisé à faire ou à ne pas faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on gère avec les permissions IAM. Mais la première étape, en tant qu'utilisateur IAM, c'est de s'authentifier. Et donc, on a vu que on pouvait s'authentifier par mot de passe via la console. On pouvait également avoir ce qu'on appelle des clés d'accès, en anglais access key. Et les access keys, c'est généralement pour des accès soit en ligne de commande, soit de façon programmatique. Si on développe par exemple un programme qui doit accéder à AWS pour créer des ressources AWS, ce programme, il faut qu'il soit authentifié. Une façon de faire, c'est d'utiliser des clés d'accès que vous allez créer dans le service AWS IAM. Retenez que les clés d'accès que vous créez, c'est des informations d'identification à long terme et qu'il n'y a pas de rotation automatique de ces clés d'accès que vous allez peut-être télécharger sur votre ordinateur ou que vous allez peut-être mettre dans votre application. Une meilleure façon de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les rôles IAM parce qu'ils vont générer des clés d'accès temporaire et il va y avoir une rotation régulière. Donc c'est une meilleure pratique que d'utiliser des clés d'accès que vous allez créer et devoir gérer
vous-même. N'oubliez pas que le MFA, c'est pour Multi-Factor Authentication, donc ça permet de renforcer la sécurité de vos comptes. On recommande d'ailleurs d'utiliser le MFA pour l'utilisateur Racine, mais de façon plus générale pour tous les utilisateurs IAM qui vont se connecter à votre compte AWS. Donc le MFA va générer un code à partir d'un device physique ou d'une application virtuelle que vous avez installée sur votre téléphone, et ce code, vous allez le renseigner en plus de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe pour pouvoir vous connecter à la console. C'est un facteur supplémentaire pour la sécurité, et donc si jamais quelqu'un vous vole votre mot de passe, vu qu'il n'a pas accès à votre MFA, il ne pourra pas se connecter à votre place, à votre compte AWS. On a également vu les politiques IAM. Donc les politiques IAM, en anglais on va dire IAM Policy. Donc les politiques IAM, techniquement, c'est des documents JSON qui existent déjà, donc parce qu'AWS les a créés, ou alors que vous pouvez créer, et ça vous permet de définir les autorisations d'accès. Ça vous permet de gérer les autorisations d'accès pour les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs ou les rôles IAM. Un document JSON peut accorder des permissions, si vous mettez un effect allow. Il peut également refuser explicitement des permissions si vous mettez deny. C'est quelque chose qui est complètement possible. Et une politique IAM, comme on le disait tout à l'heure, il y a des politiques IAM qui sont créées par AWS, qui existent déjà, ce qu'on appelle les AWS Manage. Il y a les politiques IAM que vous-même vous allez créer, parce que vous avez des besoins peut-être spécifiques, et il n'existe pas de politique AWS Manage qui répond à votre cas d'usage. Donc vous allez pouvoir créer une politique IAM et ça va être une Customer Managed Policy. Et ces politiques IAM, de façon générale, vous allez pouvoir les assigner à des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs ou des rôles pour que ces entités puissent avoir accès à vos ressources dans votre compte AWS. Et enfin, on a vu les rôles IAM. Donc un rôle, c'est une sorte d'identité qui va être endossée par un utilisateur ou par un autre service. Donc on a pris l'exemple de la cape de Superman. Donc la cape de Superman, elle a des super pouvoirs, et n'importe quel utilisateur qui endosse cette cape va pouvoir disposer de ces super pouvoirs. Donc un rôle IAM, il vient avec des permissions, donc on lui assigne des permissions en utilisant des politiques IAM, et un rôle IAM va pouvoir être endossé par un utilisateur ou un service AWS. On a vu un exemple avec une instance EC2 qui souhaitait accéder à un bucket S3, et l'instance EC2 a endossé un rôle IAM qui avait une politique S3 Full Access, et donc à partir de ce moment-là, elle disposait des permissions, donc des autorisations pour accéder au service Amazon S3 et au bucket qui était dans ce service Amazon S3. Retenez qu'un rôle IAM fournit des informations d'identification temporaire, et c'est ça qui fait que c'est une bonne pratique d'utiliser un rôle IAM, parce que automatiquement AWS va faire une rotation des clés d'accès qui sont fournies par le rôle IAM. C'est quelque chose qui est transparent pour vous, et du coup c'est une bonne pratique par rapport aux clés d'accès d'utiliser un rôle IAM. Donc dès que vous avez la possibilité avec une instance EC2 ou avec une application ou avec un programme que vous développez d'utiliser un rôle IAM, préférez l'utilisation du rôle IAM par rapport à l'utilisation de clés d'accès ou d'access key que vous allez créer et devoir gérer vous-même. Le rôle IAM va être une meilleure réponse dans ces cas de figure-là.